Un homme libre. Ça me fait plaisir de recevoir un homme libre. Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Merci, ça va décaper. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le patron du commerce mondial, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors, ancien directeur général du Crédit Lyonnais. Mais vous êtes l'image du monde atroce, Pascal Lamy, non? En France, parfois, oui. Oui. Ailleurs, non, mais en France, parfois. Et bon, je crois que c'est une... faut le reconnaître, mais mon sentiment, ça en dit plus sur les difficultés que notre pays a avec la mondialisation qu'avec ma propre petite personne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, quand on vous regarde, on se dit oh là 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 là, il représente cette mondialisation et cette atroce mondialisation. Oui. C'est le seul pays au monde où on réagit comme ça? Vous qui avez sillonné le monde. Affirmatif. Nous sommes le seul pays sur cette planète qui ne considère ce monde que comme une catastrophe qui l'entoure. Les autres, à juste titre, à mon avis, trouvent qu'il y a des éléments positifs, il y a des éléments moins positifs, il y a de la croissance, il y a des pays qui se développent, il y a plus d'éducation, il y a plus de santé, les femmes ont plus de droits. Mais en France, en général, peut-être est-ce que c'est en train de changer un petit peu, on considère qu'il faut d'abord changer le monde, et puis après on verra si on fait ce qu'il faut pour changer la France. Et aussi longtemps qu'on a cette idée dans la tête, pour ça qu'on fait pas grand-chose, c'est pour ça à mon avis que depuis 40 ans, et d'ailleurs la classe politique dans son ensemble a passé beaucoup de temps à expliquer aux Français que c'était le monde le problème. Je crois qu'il faut reconnaître maintenant, enfin, que c'est d'abord la France qui doit se réformer. Aide-toi et le monde t'aidera, aide-toi et l'Europe t'aidera. Oui, c'est très intéressant. Vous voyez, vous allez vous régaler. Alors Pascal Lamy, est-ce que on vous a proposé d'être ministre de l'économie et des finances? Je ne révèle jamais le contenu des conversations que j'ai avec le président de la République ou le Premier ministre, mais en l'occurrence, j'avais fait savoir depuis longtemps que je préférais faire autre chose que d'être membre du gouvernement. Pourquoi? Pour être un homme libre, justement? Pour rester libre, parce que je travaille sur un certain nombre de causes auxquelles je crois. Oui. Et auxquelles, disons, j'espère être utile. Et puis, au fond, il faut aussi reconnaître qu'il faut faire de la place aux jeunes. Oui. On ne peut pas continuer dans notre pays à entretenir cette gérontocratie politique qui nous met à peu près au niveau du Japon dans la manière de gérer nos élites politiques. Et ça tient largement au cumul des mandats, qui favorise une espèce de longévité extraordinaire des politiques. Prenez les pays qui nous entourent, la plupart sont gouvernés par des gens jeunes. Et dans le monde d'aujourd'hui, je pense que si on s'intéresse de près à ce qui va suivre, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Bon, vous dites, mais oui, vous trouvez l'explication, c'est dans le cumul des mandats, c'est dans le fonctionnement institutionnel de la vie politique française que l'on trouve les raisons de ce vieillissement des responsables politiques. Oui. Mais là, il y a un coup de jeune. Alors là, il y a un coup de jeune dans le gouvernement. Absolument. Par exemple, Emmanuel Macron, banquier comme vous avez été banquier. Absolument. Vous le connaissez? Très bien. Très bien. Très bien. C'est un ami depuis très longtemps. Oui. C'est une promotion très rapide, si on considère les habitudes françaises. Très rapide, mais à mon avis mérité, parce que c'est un gars qui a un très bon potentiel, et puis qui, encore une fois, il a une manière de voir les choses plus moderne, plus jeune. Il a une manière de voir les choses assez rapide, puisque la veille de sa nomination, il était dans Le Point en train de dire qu'il fallait revoir le rythme de travail en France. Il n'a pas parlé de remise en cause des 35 heures, soyons précis, mais il a demandé à ce que l'on ouvre des discussions dans chaque branche pour revoir le temps de travail. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Je trouve que c'est un socialiste moderne. Oui. Et j'essaie d'être un socialiste moderne. Quand on a le niveau de chômage que l'on a dans notre pays, qui est le principal problème que nous avons à résoudre, que ce soit le chômage des jeunes ou que ce soit le chômage des moins jeunes, il faut de temps en temps s'interroger sur des tabous. Il y a des choses qui ont été des conquêtes des travailleurs et des syndicats. À un certain moment, dans un certain contexte, de temps en temps, il faut y réfléchir. Il y a 30 ans, quand on a fait la désindexation des salaires et des prix, on est revenu sur une grande conquête syndicale qui était l'indexation des salaires. Et si j'étais syndicaliste dans les années 70,
je voulais indexer les salaires sur les prix. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que ça entretenait l'inflation, on a cassé ça, les travailleurs à l'époque ont gagné en pouvoir d'achat. Et donc, l'important, c'est l'objectif. L'objectif dans notre pays, c'est de diminuer le chômage. On ne peut pas rester durablement comme nous le sommes depuis 20 ans dans cette situation. Et donc, il y a des moments, quand ça va mal, quand il y a des plaies comme ça qu'on n'arrive pas à guérir, de temps en temps, il faut revoir les méthodes. Et si les syndicats et le patronat dans une entreprise sont d'accord pour changer soit la durée du travail, soit le montant de rémunération des heures supplémentaires, alors il faut leur laisser cette possibilité, à mon avis. Bien. Est-ce que vous irez à La Rochelle? Cette année, je n'ai pas été invité. Vous n'avez pas été invité. Pas cette année, et en général, je ne m'impose pas quand je ne suis pas invité. Mais c'est dommage, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, vous avez commencé à les dire là. Je vous cite, je sais que je ne suis pas en harmonie avec une bonne partie de mes camarades socialistes. C'était il y a quelques mois. Vous écriviez cela. Mais je pense qu'à ce niveau de chômage, il faut aller vers davantage de flexibilité. On vient d'en parler. Et vers des boulots qui ne sont pas forcément payés au SMIC. Je me souviens du bruit que ça avait fait lorsque vous avez prononcé ces mots, Pascal Lamy. Vous êtes toujours... Je maintiens que quand on a 25% de chômage des jeunes, une bonne partie de ces jeunes sont au chômage parce qu'ils ne sont pas assez qualifiés, alors il faut trouver des solutions spécifiques pour les embaucher. Oui. C'est la priorité des priorités. Même en les payant moins que le SMIC. Même en les payant moins que le SMIC, si c'est la contrepartie d'une formation qui ensuite leur donnera des moyens d'insertion dans des boulots, alors qu'autrement, ça n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut aller jusque-là. Alors je sais bien que ça peut, dans un pays comme le nôtre, qui encore une fois est un peu conservateur sur ce terrain, ça peut paraître un peu provoquant, mais je crois que de temps en temps, il faut appeler un chat un chat. Alors vous dites conservateur, et vous écrivez encore, la classe politique est une classe d'administrateurs où nous ne vivons plus dans un monde où les choses s'administrent. Or, nous ne vivons plus dans un monde où les choses s'administrent, mais où l'innovation et l'évolution priment. La classe politique française, c'est une classe d'administrateurs. Oui. Oui. C'est-à-dire toute l'histoire française depuis 200 ans nous dit ça. La France a produit des structures administratives, l'État, les départements, les villes, ensuite les coopérations intercommunales, les régions. L'État forme des administrateurs, l'État paye des administrateurs. La classe politique française est à 80% constituée d'administrateurs, des collectivités locales, de l'État, des régions. Et dans le monde d'aujourd'hui, on n'administre plus comme dans le temps. Quand on avait des colonies, on administrait. Quand on avait des plans, on administrait. Quand on avait des syndicats, des usines, des églises, des partis que les gens suivaient, on administrait. Aujourd'hui, le monde est très différent. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Si vous voulez, ça m'a toujours frappé. Moi, quand j'ai appris l'économie à l'école, c'était comme la physique. Fallait une dose de ci, un robinet pour ça, la politique monétaire, la politique budgétaire, un peu plus de ceci, un peu moins de cela. C'est terminé. L'économie d'aujourd'hui, c'est de la biologie. Pour comprendre l'économie d'aujourd'hui, il faut laver la physique et adopter la biologie. Ce sont des phénomènes qu'on ne comprend pas toujours, d'ailleurs, qui interagissent les uns avec les autres. C'est une affaire d'environnement, c'est une affaire d'écosystème. Et ça change la manière dont on administre l'économie et les pays. Je suis en harmonie avec 95% des sociodémocrates de cette planète, avez-vous écrit. Le problème, c'est qu'une partie des 5% restants sont en France. Vous dites toujours la même chose aujourd'hui? Oui. Je dis toujours la même chose, même si, disons, depuis que j'ai dit ça, en tout cas au niveau des politiques qui sont celles du chef de l'État et du Premier ministre, à mon avis, on a changé. Vous appuyez à fond Manuel Valls aujourd'hui dans ses choix? Bien sûr. Dans son discours du MEDEF, par exemple? Bien sûr, comme il y a 30 ans. Et d'ailleurs, on est dans un remake de ce qui s'est passé en 83. C'est le même problème. Est-ce que la France doit ou non sortir des disciplines qu'elle a acceptées au niveau européen? Il y avait à l'époque un débat que Mitterrand a dû trancher entre Chevènement, Fabius Bérégovoy d'un côté et Delors Monroy de l'autre. Pareil, cette fois-ci, Hollande a un peu hésité. Et finalement, il a fini par trancher. Et de mon point de vue, dans le bon sens, parce que les autres solutions, la solution de facilité, l'endettement, la dévaluation, tout ça
à mon avis, ne fait pas de sens. Je comprends qu'il y ait débat, mais je pense que ça ne faisait pas de sens. Donc vous pensez que Manuel Valls doit à la fois réfléchir à un assouplissement des 35 heures, en même temps parler des professions réglementées, en même temps libérer le travail le dimanche. C'est-à-dire quoi? Libérer la possibilité de travailler plus? Absolument. Je crois que notre pays a un problème majeur qui est le chômage, et on doit tout faire pour réduire ce chômage. C'est la solution? Ce n'est pas ce que disent les frondeurs, tout ce qu'on appelle les frondeurs, qui ont une autre idée de la... Il est normal qu'il y ait débat, mais... Oui. Si vous voulez, il se trompe? Est-ce qu'il se trompe? Je pense qu'il se trompe, non pas pour des raisons théoriques. Je regarde qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, dans des pays comparables au nôtre, qui a marché et pas marché pour réduire le chômage. Pour une fois, soyons pragmatiques. Regardons ce qui a marché et pas marché en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne. Quand j'étais DG de l'OMC, j'ai passé 8 ans en Suisse. En Suisse, la proportion d'une classe d'âge de gamins qui va au bac, c'est 20%. Ils ont un taux de chômage des jeunes de 5%. Bon, mais dans ces cas-là, il faut regarder les faits. Et je pense que ça passe effectivement par des réformes assez profondes. Et je crois que, disons, au point de popularité où en est le président, je pense qu'il a cette fois-ci brûlé ses vaisseaux, comme on dit. Il a pris un risque. Regardez ce que Schröder a fait en Allemagne au moment de Standard-Deutschland. Il n'a pas été réélu. Ok, je sais bien, mais il faut accepter de regarder au-delà de 2, 3 ou 4 ans, parce que si on le fait pas, on va continuer comme on l'a fait depuis 40 ans, des déficits publics, du chômage, de l'érosion de compétitivité, et ça, pour les générations qui viennent, on ne peut pas leur laisser ça sous cette forme. Pascal Lamy, demain sommet européen, on a beaucoup parlé de la zone euro, pour relancer la croissance, demande de François Hollande, qui va aussi demander à ce que on assouplisse les conditions des déficits appliqués aux déficits des pays, notamment de la France, qui ne fera pas ses 3% en 2015. Relancer la croissance en Europe, c'est aujourd'hui indispensable? Oui. Est-ce que l'Allemagne va l'accepter? Je pense que l'Allemagne, j'ai écouté Wolfgang Schäuble hier à l'université du MEDEF, il a donné quelques signaux dans cette direction. Si vous laissez, j'y reviens, aide-toi et l'Europe t'aidera. Ce que la France doit faire sur elle-même, c'est-à-dire en gros sur l'offre, ce dont on vient de parler, le marché du travail, l'ajustement des finances publiques, la France doit travailler sur l'offre et l'Europe sur la demande. Et il y a un espace dans les pays qui sont sortis de la crise, ou dans ceux qui l'ont subi moins, comme l'Allemagne, pour davantage de demandes. D'ailleurs, regardez ce qui est en train de se passer en Allemagne dans la négociation des salaires, dans l'établissement d'un SMIC. Les Allemands, pour la première fois dans leur histoire, vont adopter un SMIC. Le dirigeant de la Banque centrale allemande dit publiquement il faudrait augmenter les salaires. Bon, donc il y a dans certains pays des marges de manœuvre, pas chez nous, parce qu'on est loin d'en être sorti, et je trouve que l'idée d'un plan européen d'investissement, Jean-Claude Juncker, le futur président de la Commission, a prononcé comme ça un chiffre de 300 milliards qu'il va falloir préciser, mais je trouve que ça fait du sens. Donc, pour nous Français, on fait chez nous ce qu'il y a à faire, et on demande que ceux qui ont des marges de manœuvre en Europe, et ailleurs dans le monde d'ailleurs, parce que si vous regardez la croissance des 10 prochaines années, elle est quand même plutôt ailleurs qu'en Europe, et en Europe, ailleurs qu'en France, aussi longtemps qu'on n'aura pas, au fond, nettoyé ce que nous devons nettoyer chez nous. Adaptons-nous au monde nouveau, dites-vous. Les Français sont les champions du monde du pessimisme et de la déprime. Vous venez de nous expliquer pourquoi nous étions ces champions du monde là. Mais je voudrais parler du monde, la mondialisation, le commerce mondial. Alors il y a le problème ukrainien aujourd'hui, avec de nouvelles menaces américaines et européennes de sanctions commerciales contre la Russie. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'elles sont efficaces, ces sanctions commerciales? Parce que ça fait des mois qu'on brandit ces sanctions commerciales qui ne semblent pas faire trembler le moins du monde la Russie. D'abord, dans le cas des États-Unis et de l'Europe, ce ne sont pas des sanctions commerciales. Ce sont des sanctions
financière. Financière, oui. Pour l'instant, financière. Nulle part, les Américains et les Européens n'ont dit on va restreindre ce que nous importons de Russie. On pourrait ? Sous certaines conditions, et elles ne sont pas forcément réunies, oui, mais et par contre, ce qui est vrai, c'est que les Russes, eux, ont pris des sanctions commerciales en prenant des sanctions commerciales. Bon. Les sanctions, c'est toujours une arme à double tranchant. Hein. Si nous commerçons tous les deux, c'est pas forcément qu'on s'aime beaucoup, c'est qu'on a besoin l'un de l'autre. Le commerce, c'est pas une affaire d'amour. Le commerce, c'est pas une affaire d'amitié. Pourquoi est-ce qu'on importe du pétrole de Russie? C'est parce qu'on n'en a pas et qu'ils en ont. Pourquoi est-ce qu'ils importaient des pommes de chez nous? Parce que les leurs sont pas très bonnes et leurs consommateurs préfèrent les nôtres. Bon. Donc c'est pas une affaire d'amour. Et donc, utiliser l'arme économique, commerciale, financière pour des motifs politiques, c'est toujours risqué. D'ailleurs, en l'occurrence, on a vu ce qui s'est passé. Ça ne paraît pas très efficace, pardonnez-moi, mais... Oui, sauf que je crois que les mesures que les Américains et les Européens ont prises, qui visent notamment les institutions financières russes, qui visent les portefeuilles, y compris au sens d'investissement personnel d'un certain nombre de dirigeants russes, ça a probablement une certaine efficacité. Mais nous savons bien qu'à la fin du fin, ce ne sont pas des armes, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient économiques, qui vont régler cette affaire. Il faut trouver un statut à l'Ukraine pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Mon sentiment est qu'on aurait dû faire, en gros, ce qu'on a fait avec la Finlande dans les années 50, hein, c'est-à-dire dire, la Finlande, elle est près de la Russie et près de l'Europe, mais donc, pendant 20 ans, on se met d'accord pour pas poser le problème. L'Ukraine est un pays qui a un pied en Europe, qui a un pied dans le monde russe, ne serait-ce que pour des raisons historiques. Et je crois qu'il faudrait trouver, de ce point de vue, un équilibre. Je ne pense pas que M. Poutine ait raison dans la vision qu'il a du monde et de la nécessité de reconstruire l'Empire soviétique. Je pense que ça, il se trompe un peu de siècle. Mais il y a des réalités géopolitiques. Il va falloir d'abord réformer l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est un non-État. Nous parlons de l'Ukraine... Et on pourrait aussi bien parler du Congo ou de la Somalie. Hein, ce sont des États qui ne marchent pas. Ce sont des États corrompus, ce sont des États désunis. Et il y a un gros problème, disons, de mise en œuvre. Mais au fond du fond, à mon avis, il faut que pendant un certain temps, accepter que l'Ukraine a un pied des deux côtés. Est-ce qu'on demande au Mexique s'il est nord-américain ou sud-américain? Personne ne dit il faut que le Mexique choisisse. Alors les Sud-Américains trouvent de temps en temps que le Mexique est un peu près des États-Unis, les Américains trouvent de temps en temps que le Mexique est un peu près de l'Amérique du Sud, mais cette idée qu'il faut que l'Ukraine choisisse entre la Russie et l'Europe, je trouve que c'est une mauvaise idée. Bien, dernière question, les fameuses négociations entre l'Europe et les États-Unis, ce traité transatlantique dont on parle tant, a-t-on raison d'avoir peur? Parce que j'entends les populations qui craignent ce traité. D'ailleurs, peut-être craignent-ils ces négociations parce qu'on ne sait rien de ces négociations, hein, Pascal Lamy, mais... Je pense que c'est les deux. D'abord, il s'agit de négociations d'un type très très nouveau, puisque au fond, si vous voulez ouvrir les échanges transatlantiques, l'essentiel de ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'adopter les mêmes normes, les mêmes standards. Mais aujourd'hui, un producteur de voitures, il faut qu'il mette des gros pare-chocs sur les bagnoles qui vont aux États-Unis et des petits pare-chocs sur les bagnoles qu'il met en France. En Europe, parce qu'il y a une norme européenne. Bon, si je suis producteur de voitures, je vais dire évidemment, vaudrait mieux que j'ai une taille unique de pare-choc sur tous les marchés, parce que je vais produire des voitures moins chères. Bon. Donc on adapte les normes. Ça, c'est le sujet. Unification des normes. En tout cas, sinon unification, au moins rapprochement. On fait un peu ce qu'on a fait en Europe dans les années 85. D'accord. Bon. Alors, c'est un sujet beaucoup plus sensible parce qu'il ne s'agit pas tellement de protéger le producteur, en l'occurrence, il s'agit de protéger le consommateur. C'est de l'administration de la précaution. Et de ce point de vue, vous avez raison. Mais qui va imposer ces normes? C'est toute la question. Il faut les négocier. Mon sentiment personnel, c'est que ça se terminera par le niveau de normes le plus élevé de chaque côté. Mais je conçois que des gens se disent « Oh là là, mais on va peut-être réduire la précaution européenne si la précaution américaine... » Et d'ailleurs, ce qui est amusant, si je puis dire, c'est qu'aux États-Unis, on entend la même chose. On risque de réduire la précaution américaine. Bon, donc, tout ça étant dit, étant entendu que c'est quelque chose de très nouveau, il est stupide
je l'ai déjà dit d'ailleurs et je le répète clairement devant vous, il est stupide de ne pas avoir rendu public le mandat de négociation. Dans ces cas-là, il faut au contraire être plus transparent, il faut au contraire expliquer. Si on doit négocier avec les Américains combien de chlorine on met dans les poulets quand on les produit en batterie et qu'est-ce qu'on fait des eaux de lavage, c'est quelque chose qu'il faut faire en public, parce que ce sont des questions qui intéressent beaucoup plus le public que de savoir si le droit de douane sur les camions, il est de 10% ou de 15%. Et là, il y a une erreur qui a été faite de la part des négociateurs, aussi bien d'ailleurs européens qu'américains, à mon avis, et je l'ai dit, même si, disons, au fur et à mesure que je m'éloigne de mon poste à l'OMC, je retrouve de la liberté de parole, mais à négociation nouvelle, transparence nouvelle, et de mon point de vue, il faut que cette négociation se produise dans des conditions d'ouverture vis-à-vis de la société civile, et notamment du Parlement européen. Bon. Ceci étant, on a le temps. La conclusion, je peux vous dire, compte tenu de la complexité du problème, c'est pas demain la veille. Merci Pascal Lamy d'être venu nous voir, nous avoir éclairés. Ça fait du bien. 8h57.